bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bien le bonjour et bienvenue sur Juste Milieu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un camarade, Gary Lasky, avant toute forme de débat. Cher Gary, comment vas-tu? Très bien, et toi? Eh bien, impeccable, impeccable. C'est un bonheur de t'avoir sur Juste Milieu. La première fois, et par transparence avec nos spectateurs, je vais devoir dévoiler notre conflit d'intérêts. On se connaît, voilà, on a déjà trinqué, on a déjà partagé plusieurs apéros ensemble, donc on est copains. Et je tiens à le dire, voilà, que cette interview se fasse dans le cadre le plus transparent possible. Il y a un conflit d'intérêts terrible aujourd'hui, donc je t'apprécie beaucoup et c'est un plaisir, voilà, de t'avoir Moi sur aussi, la ami. avec au menu ton nouvel ouvrage chez Kraken, Système politique de l'ère numérique. Ça s'affiche à l'écran, il y a du montage chez à l'américaine, la couverture s'affiche et il est là, voilà, double couverture. C'est magnifique, magnifique. Ouvrage vraiment plaisant parce que je l'ai dit, il y a un conflit d'intérêts. Autant tu as pu me dire des conneries autour d'une bière, mais autant le livre est d'une très grande qualité. Donc on va en parler aujourd'hui. Et avant toute chose, pour faire ta connaissance, cher Gary, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours qui t'a amené à ce travail d'écriture? Malheureusement, il est un peu moins, comment dire, c'est un parcours un peu moins obscur que celui de Brigitte. Donc voilà, même s'il n'est pas sur Wikipédia. Non, j'ai fait un doctorat de philosophie il y a une petite dizaine d'années avec Chantal Delsol. Chantal Delsol qui est plutôt réputée être une philosophe de droite, mais honnêtement, c'était pas du tout dans cette optique politique-là. Moi, j'étais vraiment de centre-gauche à l'époque. Quand j'ai commencé ça, en fait, je travaillais sur la société de consommation et pour vous dire, parce que c'est pas un sujet qui est très apprécié à l'université, parce qu'à l'université, on fabrique quand même de plus en plus des consommateurs, donc faire quelque chose de critique sur la société de consommation, c'était un peu curieux, quoi. Et donc, j'ai réussi en Sorbonne quand même à trouver quelques personnes. Et puis après, j'ai voulu faire d'autres études et je suis tombé sur Chantal Delsol et qui m'a dit vas-y, ça m'intéresse, la société de consommation, faisons ça. Donc, ma thèse était sur la société de consommation et le design. Design comme forme en fait de la production industrielle et numérique. Donc ça a été un petit peu j'ai sorti un livre d'ailleurs à ce propos-là, je pense j'en ai fait une autre mouture, j'aimerais bientôt le sortir. Toute une théorie en fait, tout un système historique pour expliquer un peu le 19e et le 20e siècle. Et puis la vie a fait que il a quand même fallu trouver du travail et que lorsqu'on n'avait pas des opinions très à gauche, c'est quand même compliqué d'avoir un poste à l'université. Ou quand on n'est pas sorti de l'ENS et rentrer à l'école, ce qu'on appelle l'école normale supérieure, c'est assez difficile en fait, c'est tout un parcours qui est assez compliqué. Donc moi, ça me dérangeait pas, j'avais envie d'écrire et puis je me suis rendu compte que même en étant prof de philo, en fait, on n'a pas toujours tant de temps que ça pour écrire. Contrairement à ce qu'on croit, il faut faire de la discipline, il faut faire de la correction, faut faire plein de choses. Et puis parfois, il faut aussi avoir des activités éditoriales pour manger, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus tellement payé lorsqu'on est professeur. Donc, moi, je me suis lancé dans ce qu'on appelle le copywriting. Voilà. J'écris pour des prescripteurs en santé. Je fais beaucoup de vulgarisation en termes de santé. Et puis, à côté, j'ai une activité de romancier en quelques années. Voilà, parce que c'est ma passion, j'adore la littérature comme toi. Voilà, je sais que ta première chaîne était une chaîne littéraire. Voilà. Et tu as toujours cette passion pour la littérature qui, moi, j'adore ça chez toi. Donc, voilà. Et puis donc, j'ai fait ça. Et en fait, sont arrivés les attentats 2015. Ça a été un gros moment de réflexion aussi. Et puis 2017. 2017, ça a été l'élection de Macron. Et à tout point de vue, tant au point de vue professionnel qu'au point de vue éditorial, de tous les points de vue, en fait, on est rentré dans une société beaucoup plus sécuritaire, déjà, dès 2017. Hein, avant 2022, on est rentré dans une société où économiquement, c'était différent. Et donc, j'ai eu quelques changements de carrière. Et puis, j'ai quand même continué dans la même branche.
Et arrive 2020. Et 2020, là, je vois que, en fait, on me demande d'écrire sur les questions de la pandémie qui arrive. Et là, je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, en fait. Quelque chose qui ne marche pas, c'est-à-dire que lorsqu'il y a Ebola en Afrique de l'Ouest, bah, tout de suite, on arrive à fermer un pays. Pas en 5 minutes, mais vraiment rapidement, quoi. On arrive à fermer des zones entières. Et là, il y a une épidémie en Chine. Je sais pas, en fait, les gens s'inquiètent beaucoup au lieu de faire ce qu'il faut faire. Au lieu de fermer les frontières, au lieu de dire, ok, on n'aura plus de Doliprane, ou on va faire autrement, ou, on va démondialiser, je sais pas, on va essayer de faire d'autres choses, ou voilà, ne serait-ce que circulation de marchandises, mais pas circulation de personnes. Essayer de faire des compromis, je sais pas, ou voilà, avec des quarantaines, des choses un peu strictes. En fait, on voit qui laisse complètement la pandémie se répandre. Et on se dit, en fait, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est-à-dire qu'on décide de nous imposer cette mondialisation. C'est plus un stade très avancé de la mondialisation. Hein. On pourrait dire que la mondialisation existe depuis toujours. Mais il y aura même des signes de commerce transatlantique très anciens. Donc, voilà. On sait que c'est vraiment les marchands qui ont découvert le monde. Hein. C'est pas, les États ont racheté les cartes ensuite. Hein. Au XVIe siècle, il y avait vraiment ça. Donc voilà. Donc on a une autre forme de mondialisation qui inclut les maladies et donc qui inclut aussi un système un peu plus totalitaire, en fait, où en fait cette idée de liberté, en fait, va pouvoir se réduire et être quand même compatible avec cette mondialisation. Et donc on va voir s'opérer ce que j'appelle le glissement totalitaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des sociétés qui sont réellement, qui assument d'être totalitaires, d'accord, mais au lieu de dire que la légitimité vient du peuple, ce qui était le cas depuis 2 siècles, hein, donc depuis le début de l'ère industrielle, ça a permis, alors on critique beaucoup la République, on critique beaucoup ça, d'accord, mais à un moment, on a dit la légitimité, c'est pas le roi, c'est pas l'Église, il a dit, c'est le peuple. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, il va falloir quand même se réclamer du peuple. Et là, il y a eu un changement qui a été très grave pendant la pandémie. C'est qu'on a dit, en fait, ceux qui sont dépositaires de la légitimité politique, ce sont les médecins. C'est ce que j'appelle la raison médicale. C'est-à-dire, avant, il y avait la raison d'État. C'est-à-dire, ceux qui dirigeaient l'État disaient, on fait des crasses, mais c'est pour le peuple. Donc, il y a des choses qu'il n'est pas forcément obligé de savoir, sinon, il ne sera pas forcément très content. Mais tant qu'on le fait pour lui, en fait, il y a des choses qui sont obscures en politique. Donc, mais tant qu'on le fait pour le peuple, tant que le peuple est prospère, tant que le peuple peut avoir sa liberté d'expression, liberté de déplacement, liberté un petit peu fondamentale, soit le peuple accepte que les dirigeants dirigent d'une certaine façon, de leur faire confiance pendant des mandats précis, et de les remplacer à la fin de ces mandats-là. C'est ce qu'on appelle la démocratie. C'est-à-dire on ne change pas de dirigeant tous les 4 matins, il y a une confiance qui s'instaure entre les dirigeants et les dirigés. D'accord. Et avec les changements réguliers. C'est-à-dire que, je ne me rappelle plus qui disait ça, mais il dit on change les politiques comme les couches et pour les mêmes raisons. Quelqu'un disait ça, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, au bout d'un moment, ils s'usent les politiques. Donc, il faut les changer. Et bon, même sous l'Ancien Régime, hein, ils s'usaient. Il y a des gens, ils étaient un coup en cour, un coup en grâce, un coup en disgrâce, voilà, ce genre de choses. Et là, on arrive, en fait, avec les médecins, et on arrive avec ce que Thomas Szasz, donc c'est un Hongrois, Thomas Szasz appelle la pharmacratie, c'est-à-dire on va commencer à gouverner avec les médecins. On va commencer à gouverner avec ces gens-là, et en fait, on voit une collusion très forte entre les dirigeants et les médecins. C'est-à-dire une collusion qui... alors, il y a toujours eu... parce que tu vis dans une société industrielle, donc c'est les industriels qui font de l'argent. Et donc, l'État, il a besoin d'eux. Donc, c'est pour ça. Les industriels, ils font plus d'argent que l'agriculture, par exemple. Donc, tu vas privilégier les industriels sur l'agriculture. Enfin, sur l'agriculture, c'est des choses qui se font comme ça, c'est des ordres d'idées. Pas forcément besoin qu'il y ait énormément de corruption. Il y a ce qui s'appelle les impôts. C'est-à-dire quand tu vois que les industriels, ils rapportent tant, et que les agriculteurs, ils rapportent tant, et que ceux-ci rapportent tant, l'homme politique, il fait des gradations. Il n'a pas forcément besoin de toucher des enveloppes. Bon. Mais quand ça commence à toucher des enveloppes, quand ça commence
parce que les financements des partis politiques sont toujours occultes. Il y a toujours une part de culte, il y a toujours... Mais on ne va pas se cacher, ça fait partie de la politique. Dans la politique, c'est des factions qui s'affrontent. Donc, le but de la démocratie, c'est que ça soit un maximum ouvert. C'est-à-dire qu'on voit un maximum de choses. On ne peut pas tout voir, mais qu'on voit un maximum de choses et que les gens à qui on demande de rendre des comptes, ils rendent des comptes. Sinon, ils sont remplacés. Ça, c'est l'idée. Maintenant, on se retrouve avec ce président-là qui a réalisé une fusion entre Pfizer et Nestlé. Qui est engagé. On sait qu'il a été dans le traître et le néant, je crois, de David Lhomme. On apprend qu'il a eu des rapports probablement intimes avec le président de Nestlé, en tout cas très proche. Donc on a une idée un peu du personnage, un personnage assez trouble, un personnage qui a des rapports très proches avec les gens pour qui il travaille. Et puis, il se trouve qu'il met en place quatre types d'injections et qu'il les vire les unes après les autres et ne reste que Pfizer. Donc on se dit, attends là, peut-être une petite collusion là, il y a peut-être un petit truc quoi. C'est-à-dire que pour qui il travaille en fait? Il travaille pour le peuple français ou il travaille et est-ce que tu veux là vraiment on rentre dans le dur Alors, je me permets de t'interrompre parce que comme avant, j'ai vu que tu avais fait les questions et les réponses tout seul, donc on va te calmer tout de suite. Hein, tu es quand même chez moi. Donc... Pardon, c'est vrai que je t'ai senti lancer, je me suis dit, c'est le Mbappé, on peut y aller, il est parti. Donc, mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu nous dis déjà et t'ouvres les portes en fait de ton ouvrage. Mais pour continuer à présenter le livre, et on viendra après évidemment sur cette question, et je voulais que tu puisses développer justement ce concept de pharmacratie pour nos spectateurs. Mais d'abord, pour revenir sur le livre en tant que tel, quels sont vraiment les moteurs qui t'ont donné envie d'aller questionner ce thème du système politique de l'ère numérique où finalement tu ajoutes une nouvelle analyse politique sur notre système actuel où aujourd'hui c'est vrai qu'on peine simplement à voir clair parce qu'il y a plusieurs termes qui pourraient se prêter à la qualification et tu le dis dans le livre, tu parles de démocratie, de malacratie, on parle beaucoup d'idiocratie. C'est vrai que je me mets à la place de nos spectateurs et même moi en tant que citoyen, je me dis finalement c'est encore une analyse de notre système mais on ne sait pas vraiment quel est le bon terme, on ne sait pas tout ça. Et justement, toi dans ton ouvrage, tu prends le recul de dire il y a encore un autre angle qui a été accéléré par celui de Covid, qui a été accéléré par le Covid, pardon. Comment tout ça s'est dessiné dans ton esprit? Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire voilà, je vais faire un pas de côté et observer notre société différemment? Alors, en fait, je me suis retrouvé dans une soirée et donc j'étais allé voir vraiment un collègue à toi, un youtubeur, et j'avais été lui poser la question. Je lui dis mais est-ce que tu penses que c'est qu'ils le font exprès, que les politiques le font exprès ou qu'ils sont nuls? Souvent, on se pose la question, tu vois, est-ce qu'ils font exprès ou est-ce qu'ils sont nuls? Et lui, il me disait en fait, il me disait les deux. Il me dit les deux. Et moi, je me suis rendu compte que en fait, c'était très sélectif. En fait, par exemple, le fisc, il n'est pas nul. Tu vois le fisc, il est pas nul. C'est un service public qui marche hyper bien. C'est genre, fou, hein. Le mec te pisse même sur Facebook, tu vois. Donc voilà, tu vois. Donc tout à coup, alors c'est pas les urgences de Carhaix où les mecs sont obligés de venir avec une catapulte, tu vois, pour essayer de rouvrir les urgences. Un an après, tu as le ministre qui va quand même se traîner là-bas, Neuder, qui est une véritable crapule. Hein. Neuder, j'ai écrit un article sur lui qui va sortir, c'est une crapule de chez crapule. Enfin, je sais pas si tu t'es un peu intéressé à son cas, mais... Pas encore, j'en ai entendu parler, mais effectivement, donc Yannick Neuder, le nouveau ministre de la Santé, on ne parle pas trop, et c'est vrai qu'il y a un joli casier aussi, comme on dit. Ouais, moi je l'appelle Neuder maintenant. J'aimerais bien que ce soit... La différence avec Véran n'est pas évidente sur le côté neuneux, c'est vrai que bon... Ouais, après, Véran, c'est vraiment un niveau... après, moi, c'est vrai que j'ai été très choqué de Véran. Tu sais, il y avait... On connaît Mengele, c'est ce médecin national-socialiste qui opérait dans le camp d'Auschwitz et qui faisait des expériences sur les Siamois, ou de créer des Siamois, ou de défaire des Siamois, enfin des trucs atroces. Mais par exemple, les Japonais sont allés beaucoup plus loin avec l'unité 731 en Mandchourie. Et moi, j'ai vu pendant aussi la pandémie l'expérimentation médicale de masse. Et c'est quelque chose que, sincèrement, je ne pensais pas voir de mon vivant. Mais ça me fait froid dans le dos quand je te le dis. Franchement, quand j'ai vu
quand j'ai vu l'autre là, Gilbert Deray là, Gilbert Deray nous dire qu'il fallait injecter les gamins, tu vois, avec un produit sur lequel on avait, moi, je sais, des millions d'années de recul selon Jérôme Marty, mais voilà. Moi, je les avais pas les millions d'années de recul personnellement, donc j'étais un peu moins prétentieux que lui. Donc voilà, donc je commence à voir ça et je me dis en fait, on voit des gens qui supportent des trucs qui sont voilà, très loin de l'éthique, très très loin de l'éthique pour rester dans un euphémisme. Donc je vois ça et je me dis, attends, en fait, ils nous baladent. Et donc je me dis, attends, comment ça se fait qu'ils nous baladent? Et là, je commence à écrire le livre. Tu vois, je voulais, en fait, au départ, l'idée de mon livre, c'était vraiment de me dire comment en fait les élites sont corrompues. Comment les élites finissent par en fait lâcher l'affaire avec un pays. Je voulais faire une réflexion plus historique, de me dire ah, tiens, comment ça se fait qu'en fait une élite devient, par exemple nous ils sont complètement européistes, ils en ont rien à faire de la France, et même ils opèrent plus ou moins pour sa destruction, sa dissolution. On le voit là avec Macron et t'en as parlé là il y a quelques jours, Macron et l'arme nucléaire, etc. Donc on voit des gens qui sont un peu anti-français, hein, on va pas se dissimuler. Et on se dit, attends, comment est-ce qu'ils opèrent? Et là, j'ai vu l'affaire de Pardieu. L'affaire de Pardieu, ça a été un choc parce que, en fait, on voit que c'est une affaire qui est montée de toutes pièces. C'est-à-dire que les éléments qui sont vraiment incriminants sont manquants dès le départ. C'est vraiment juste scandale sur scandale. C'est des échos de scandale, en fait. Les journalistes, tel journaliste en parle, tel autre journaliste en parle, tel autre journaliste en parle. Et en fait, on balade un peu l'opinion comme ça pendant des jours et des jours. Puis la droite répond à la gauche, qui répond à la droite, et ainsi de suite. Et en fait, ça arrive pile pendant la loi immigration, au milieu de la loi immigration. C'est-à-dire que tu as eu la loi immigration avec ces petites concessions. Mm-hmm. On savait que les Français étaient quand même majoritairement pour encadrer un peu l'immigration, parce que là, quand même, ça commence à prendre des proportions intenables. Enfin, déraisonnables. Enfin, c'est déraisonnable. On ne va pas rentrer dans les concepts de droite ou de gauche en termes de philosophie politique. On est arrivé dans des choses qui mettent en danger l'intégrité du pays. C'est d'ailleurs ce qui se passe en Grande-Bretagne. Keir Starmer a justement reconnu qu'effectivement, ça avait dépassé les proportions attendues. C'est effectivement un constat qui est partagé. Alors pourtant, lui, c'est pas quelqu'un de très patriote. Donc, et donc, on voit ça. Et en fait, il y a l'affaire de Pardieu. Et pouf, le Conseil constitutionnel fait disparaître la loi, ne garde que les concessions. Et tu dis, attends, là, il y a embrouille. Là, il y a embrouille. Là, il y a un truc. Et en fait, tu te rends compte. Et donc, j'ai un peu essayé d'étudier, j'ai un peu essayé de réfléchir à ça, de réfléchir à deux choses. D'un côté, vers quoi allait notre société? C'est-à-dire quel était le glissement totalitaire, vers quelle société on allait? Une société de plus en plus artificialisée. Une société, en fait, qui nous rend malades et qui fait de l'argent sur notre maladie. Donc, voilà. Et qui essaye de rentabiliser l'être humain en le rendant malade et en faisant de l'argent sur sa maladie. Et de l'autre côté, une comédie politique qui nous fait croire que nous vivons encore dans une démocratie, en fait, parce qu'il faut encore que le système paraisse légitime, mais c'est une démocratie de plus en plus conditionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des crises, et entre deux crises, on va vous dire « Oh, on va faire se tenir une élection. » Bon, c'est nous qui nous disons quels sont les candidats. De toute façon, ils vont tous faire la même chose. Je le vois, municipal de Paris, et je parle beaucoup de Paris, je parle un peu de Paris dans mon livre, juste, je finis avec ça, pardon, mais je parle un peu de Paris dans mon livre, parce que Paris, ça a été vraiment, je sais qu'aujourd'hui, on voit ça comme le pandémonium, quoi, comme le 7e niveau de l'enfer, d'accord? Mais Paris était vraiment le lieu de deux choses dans l'histoire française, était le lieu de l'opposition intellectuelle et le lieu des rassemblements populaires. Et il fallait à tout prix détruire toute opposition intellectuelle, détruire toute la grandeur intellectuelle de la France aussi, en faire un objet de tourisme. C'est-à-dire, voilà, maintenant, on va se balader à la Sorbonne, quoi. On va plus, on réfléchit plus à la Sorbonne, on va se balader, quoi. Et de l'autre côté, en fait, empêcher le peuple de venir à Paris, en faire une ville pour ce que j'appelle l'hyperclasse. Enfin, après Christophe Guilluy, hein, c'est vraiment, en fait, la création un peu d'une bourgeoisie mondiale qui vit entre mégapoles. Moi, je les appelle maintenant les mégapolitains. Et en fait, qui sont complètement séparés du reste des peuples nationaux et en fait qui essaient juste de perpétuer cette fiction de la démocratie française, de la démocratie nationale.
dans les pays où ils sont, de façon à pouvoir continuer à dominer et en fait à accroître encore la domination qu'ils ont sur les gens qui sont moins riches qu'eux. Et c'est vrai que ce que tu dis là sur cette différenciation entre l'urbain et le citoyen de la France périphérique, donc sur la classification que tu prends là, couplée effectivement à la mondialisation qui fait, j'aime bien l'image de mégapolitain, effectivement les habitants des grandes villes. On ne peut que citer Raphaël Glucksmann qui disait « Je me sens mieux à New York que dans mon propre pays », je sais pas quoi. J'ai pas la citation de mémoire, parce que c'est vrai que bon, j'ai pas pour habitude de retenir les citations de Raphaël Glucksmann, mais ça va dans cet ordre-là, d'un monsieur qui est quand même de gauche. Mais ce qui est intéressant, et ce que tu pointes du doigt dans ton livre, c'est que jusqu'à présent, on avait une forme d'exploitation morale, d'exploitation de travail, évidemment, d'exploitation idéologique. Mais là, on commence à avoir une forme d'exploitation des bourgeois, pour faire un peu de marxisme facile, une exploitation de la santé des prolétaires par les bourgeois. C'est-à-dire qu'on crée une forme de dépendance des individus à la médicamentation, donc au traitement, que ce soit pour soigner du cancer, du diabète ou n'importe quelle autre maladie, et que là où avant le système capitaliste se contentait d'exploiter la force de travail de l'homme, on en vient aujourd'hui à exploiter la force de vie d'une certaine manière. Une fois que l'individu ne travaille plus, on va exploiter ce qu'il reste de sa vie en le rendant dépendant à des médicaments, sous forme peut-être même d'abonnement. Et là, on ne peut que penser au Covid avec le nombre d'injections. En 2 ans, c'était une, puis en fait 2, puis avec 3, c'est mieux, puis 4, et allez, la 5e, elle est cadeau. Donc c'est quand même extraordinaire de se dire que le réel valide complètement ce concept de pharmacratie que tu développes dans ton livre et que j'ai trouvé vraiment passionnant. Voilà, si tu peux nous raconter. En plus, le nom de l'auteur, je suis content de t'entendre prononcer, parce que je disais Thomas Zaz, en hommage à la chanteuse, mais du coup, c'était pas comme ça que ça se dit, donc j'étais ravi. Donc, non, c'est ça. En fait, en hongrois, SZ, ça se dit ce, donc voilà. Mais c'est vrai que bon, après, on salue nos amis hongrois. Leur langue est très difficile à prononcer, voilà. Mais ceci dit, très joli. Voilà. Et donc, oui, au niveau de la pharmacratie, c'est-à-dire que lui, il réfléchit à l'exemple national-socialiste. Je sais pas, je peux pas avec ta chaîne, elle est trop de problèmes. Mais il n'y a pas de. Tant pis, foutu pour foutu, on peut y aller. Non, mais voilà, il réfléchit au petit moustachu, quoi, aux politiques du petit moustachu, et c'est vrai que ça faisait partie de l'arsenal intellectuel du petit moustachu. C'est-à-dire la purification de la race. Purification des lignées, des nobles lignées germaniques, quoi. Et donc voilà, c'était vraiment là-dessus. Et d'ailleurs, on voit que Louis-Ferdinand Céline, qui était quand même un nazi français, hein, pardon, hein, mais c'est un débat qui nous a séparés déjà. Quoi? C'est un débat qui nous avait séparés, il me semble. Ah oui, peut-être. Non, mais après, il a des fortes accointances avec l'occupant. Après, moi, je trouve que c'est un excellent écrivain. Hein. Moi, je suis pas. J'apprécie Voyage au bout de la nuit. Je trouve que c'est un excellent livre, mais voilà, il s'est trouvé. Et en fait, il y avait ce côté un peu médical, un peu, comment dire, hygiéniste, voilà, qu'on a retrouvé. Et c'est vrai que en fait, on a eu un rejet du totalitaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment, comme il n'y a pas eu de guerre vraiment sur le territoire français depuis. Sur le territoire métropolitain français depuis 80 ans, on n'a pas changé de mentalité. Donc, pour nous, le totalitarisme, c'est le fascisme et le petit moustachu. C'est des formes très fixes. Alors qu'en fait, on voit que ce qu'en philosophie, on appelle la réification, c'est-à-dire la chosification des gens, leur transformation en choses, qui est, en fait, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui existait déjà en fait du temps de l'Antiquité, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, quand vous faisiez un prêt et que vous n'arriviez pas à le rembourser, eh ben, on vous esclavagisait, on vous mettait une petite chaîne autour du cou et puis voilà. Et donc, on était en train de revenir en fait à cette transformation de l'être humain en chose. Sauf que, on allait trouver d'autres parades. On allait trouver, en fait, on va plus dire, tiens, je vais me balader avec une croix curieuse ou avec un marteau et une faucille. Maintenant, on va faire les choses autrement. Et donc, mais
pour ça, parce que, en fait, il y a ce qu'on appelle l'oligarchie. D'ailleurs, l'oligarchie, alors, bien sûr, aujourd'hui, on se fait traiter de complotiste quand on parle d'oligarchie, mais l'oligarchie est une forme basique de la philosophie politique. C'est dommage de devoir... c'est-à-dire que quand les bourgeois arrivent à vous faire dire que penser qu'ils veulent dominer en tant que bourgeois, c'est du complotisme, ça veut dire qu'ils arrivent à vous conditionner à ne plus rien contester, en fait. Et il y a un moment où il faut vous dire, attendez, il y a ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire ceux qui pensent que le peuple doit avoir les moyens intellectuels, institutionnels et financiers de se diriger lui-même, d'accord? Ça, on appelle la démocratie. Et puis il y a l'oligarchie, où les mecs se disent, en fait, on est entre riches, et puis faudrait pas que les pauvres et les incultes y décident. Et c'est nous qui décidons qui sont les pauvres et les incultes. Donc ça tombe bien, hein, c'est pas nous. Donc voilà, ça c'est l'oligarchie, et ça a existé depuis qu'il existe des cadres civiques, c'est-à-dire depuis que l'être humain il a réussi à penser ce qu'on appelle la cité, c'est-à-dire la politique de base, quoi. Tu vois. Donc c'est des tendances qui avaient déjà existé du temps des Grecs, déjà existé du temps du Moyen Âge, ça a toujours existé. Maintenant, la pharmacratie, c'est de se dire, en fait, les industries pharmaceutiques vont pouvoir représenter sur une population qui n'est plus industrielle, donc qui ne fabrique plus sa propre richesse, une façon d'exploiter la population, sans que finalement elle puisse rien dire. Et en plus en faisant semblant de prendre soin d'elle. Et ça, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que, en fait, on est avec des populations qui sont asservies. Comme elles produisent plus de richesse, elles peuvent plus se révolter. En plus, l'amélioration des moyens de travail fait que, avec l'IA, tu vas avoir besoin de... Enfin, l'IA. L'informatique en général, hein, parce qu'on appelle l'IA. L'IA, les jeux vidéo, il y a de l'IA dedans, donc il y en a depuis les années 50, hein, de l'IA, tu vois, donc ça n'a pas commencé hier, l'intelligence artificielle, il y en avait déjà, ce qu'on appelle la cybernétique, ça commence dans les missiles pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on se retrouve avec ça, et il s'agit de tirer le plus possible d'une population. Et comment on en tire le plus possible? En exploitant la maladie. Mais c'est pas que la maladie des vieux. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, il y a tout ce qui rend chroniquement malade. La nourriture, la pollution, les eaux. Quand on regarde de quoi les eaux sont faites, c'est assez inquiétant. Hein. Donc, il y a vraiment lieu de... C'est pas des fous, les gens qui filtrent leur eau. Hein. Voilà, il y a... Sur 30 ans, 40 ans de consommation d'eau, il faut vous poser la question quelle eau vous buvez, quoi. C'est important. Et il y a ça, mais il y a aussi l'obésité. Et Dieu sait que pendant le Covid, tout le monde a pris quelques kilos. Hein. donc voilà, et parfois, on ne savait plus quoi faire, on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait pas trop faire de sport. Donc bon, on a pris un peu. Et sauf que ça crée aussi des maladies. Et puis, même avant ça, c'est-à-dire que quand on voit tout ce qui est... quand on pousse à la transition de genre, quand on pousse... sur les mineurs, c'est pardon, j'appelle ça de la mutilation sur mineurs, mais lorsqu'on pousse à ça, on pousse à la médicalisation à vie. Et en plus, non seulement à la médicalisation à vie, mais en plus, on estime quelque part que c'est normal et même que c'est libérateur. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, jusqu'à la fin de leur jour, seront dépendants de Big Pharma, qui seront mal dans leur peau, qui beaucoup d'entre eux ont des envies ont des idées noires, d'accord? C'est factuel, c'est statistique. Et ça c'est normal. Et dernière chose, c'est que j'ai relevé 23,8%, je crois, quasiment 25%, je ne me rappelle plus du chiffre exact, des Américains ont des problèmes psychiatriques. C'est les sources officielles. C'est-à-dire que, psychologiquement, on a un quart des Américains, qui est un des peuples les plus avancés du monde, hein, des peuples les plus riches du monde, la nation la plus puissante, qui sont médicalisés ou qui sont potentiellement médicalisables pour leurs problèmes psychologiques. Donc, on a une médicalisation à tous les étages. Et là, je reviens des États-Unis, j'ai vu, à chaque fois que j'ai vu un écran, il y avait une pub pharmaceutique qui passait dessus.
Et ça va bientôt arriver en France. Et j'ai vu aussi dans les pharmacies, c'est comme le vieux sketch des inconnus, où les gens, ils vendent du whisky, quoi. J'ai acheté une flasse de whisky dans une pharmacie, quoi. Donc, donc c'est n'importe quoi, quoi, à côté du magnésium, quoi. J'ai acheté du magnésium et du whisky, quoi. Donc, c'est le monde vers lequel ils veulent nous emmener. Mais c'est un réflexe typiquement oligarchique. Il n'y a pas une pensée gigantesque là-dessus. Il y a une volonté d'égarement, d'un côté, et il y a un projet de société avec un glissement totalitaire et la volonté de médicaliser tout le monde. Voilà. Absolument. Et c'est là où je trouve que ce concept de pharmacratie est essentiel, et tu l'expliques très bien dans le livre, et tu permets justement que chacun puisse le comprendre. Et ça nous renvoie à des formes d'évidence qui, pendant le Covid, étaient véritablement le complot parmi les complots. Mais c'était de dire que les laboratoires pharmaceutiques sont des entreprises qui poursuivent des intérêts financiers et qui n'ont aucun intérêt à ce que vous soyez en bonne santé. Et dire ça, c'était du complotisme absolu. Mais c'est là où l'oligarchie, pour reprendre les termes que tu utilises, l'oligarchie est aussi une forme de fabrique des illusions, où on a intégré des choses qui n'avaient aucun sens. Parce que penser que Pfizer a intérêt à ce que vous n'ayez plus le Covid pour ne pas vendre de vaccin, c'est ridicule. Tout le monde sait que quand on amène sa voiture chez le garage, même si elle a rien, elle a quelque chose. Donc parce que le garagiste, il doit bricoler un petit peu. Donc les laboratoires pharmaceutiques sont exactement dans cette dynamique-là. Et ce que tu dis de la médicalisation de nos vies, on est en plein dedans. Mais même dans la nourriture, aujourd'hui, on voit dans tous les supermarchés, je parle même en Europe, en France, on entend parler maintenant de smart food, avec des trucs, avec la protéine, avec les je sais pas quoi et tout ça, où manger devient presque se médicamenter d'une certaine manière. On a des espèces de shakers qui ressemblent à des trucs imblérables de pharmacie. C'est un coup de gueule. Moi qui aime le bon magret, ça m'emmerde. Même le magret, il est vacciné, putain. Donc, c'est vrai qu'il y a ce concept de pharmacratie, je l'ai vraiment découvert dans ton ouvrage, et je trouve qu'il est terriblement d'actualité. Et de là naît la question de savoir jusqu'où ça peut aller. Est-ce que tu penses, pour essayer de proposer peut-être des solutions ou des réflexions vers la solution, comment on peut affronter ce système-là? Est-ce qu'il a des failles? Quel aboutissement tu vois à l'établissement de cette pharmacratie, toi? Alors, il y a deux choses. Je pensais que, en fait, pour moi, il y a un modèle vers lequel on va, qui est celui de l'État-prison. C'est-à-dire l'État-prison avec des libertés civiques très conditionnelles, un maximum de crises, les crises qui permettent chaque fois aux hommes politiques qui ne les ont pas vu venir, c'est pas comme si on les payait pour ça, tu vois. Donc jamais ils les voient venir. Oh, et toujours ça leur donne plus de pouvoir. C'est comme si à chaque fois qu'un gamin il fait une bêtise, il casse une fenêtre, oh, on va lui donner un sachet de bonbons, ça va lui faire penser à autre chose. Non mais bon, c'est donc on est avec ces gens-là. Bon, après, voilà, si on se conduit comme ça avec eux, ils se conduisent comme ça avec nous aussi. Hein, donc, mais ça, c'est des luttes internes, c'est une élite qui commence à se détacher du reste de la population. C'est des choses qui sont assez complexes. Mais comme on n'est plus dans des nations industrielles, des nations qui s'appauvrissent, qui sont post-industrielles, donc qui s'appauvrissent du fait de n'avoir plus d'industrie, il s'agit donc de les faire dépenser, de les faire consommer, de les faire dépenser. Et ça, c'est un projet, et dans ce projet-là, ça limite en fait les secteurs économiques principaux à quelques secteurs. L'agroalimentaire un peu, mais de plus en plus artificialisé pour rendre les gens malades. C'est-à-dire, si vous faites des... En fait, c'est pas pour la nature hein, qu'on va vous faire des steaks artificiels, c'est pour vous rendre malade. donc voilà. Enfin, Michel Onfray avait dit dans son livre que s'il y a des gens qui écrivent pour lui dans sa revue dans le Front Populaire, donc il sait plus ou moins de quoi il parle, enfin il sait plutôt de quoi il parle, et il a dit que c'était en fait des cancers, en fait, des cellules cancéreuses qu'on se faisait se développer pour que ça donne de la fausse viande en fait. Donc on se retrouve avec ça, et puis avec quelques secteurs, le bâtiment, l'agroalimentaire, la télécommunication bien entendu, donc, sur lesquels on ne peut pas critiquer, hein, voilà, on voit des antennes partout, des systèmes qui sont de plus en plus violents pour le corps. Hein, voilà, il y a des troupeaux qui est mort de la 4G, hein, reconnu par un tribunal il y a quelques mois de ça. Et par contre, nous, on va passer à la 6G ou à la 7G. Et en Chine, on prétend déjà être passé à la 10G. Donc voilà.
Donc, plutôt sympa, non? Plutôt encourageant. Et donc, on a cet état prison, donc, qui essaye de faire de notre liberté, en fait, voilà, conditionner notre liberté un maximum, la suspendre un maximum. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, on se pose toujours la question du qui. Tu vois, elle est loin dans le délire, cette question du qui. Mais pourtant, il y a un mec qui est à Davos, qui s'appelle Klaus Schwab. J'en parle dans le livre, ça s'appelle. Il a son petit système qui est pas. Voilà, mais avec ses critères DEI, ESG, de gouvernance décentralisée, on sait qui est moteur dans cette mondialisation-là. Voilà. Donc, on a un sens de l'histoire qui est imposé par cette oligarchie mondiale qui s'assume comme telle. Voilà, soit. Maintenant, c'est dit, c'est fait. C'est pas, on va pas s'interroger. Tu sais, je trouvais que tu avais une très bonne réflexion dans ta dernière vidéo. Tu disais, en fait, il faut arrêter d'être complotiste. C'est là, c'est sous nos yeux. Là, c'est sous nos yeux. Il y a un mec qui s'appelle Klaus Schwab, il te dit ce qu'il va faire. Tu vois, c'est comme, il a écrit un livre qui s'appelle La 4e révolution industrielle, où il te dit qu'il va mettre il va faire de smart dust, la poussière intelligente, qu'on va pouvoir injecter dans le sang. Tu vois, système de surveillance injectable. Et 5 ans plus tard, tu as des injections où on se demande toujours ce qu'il y a dedans. En fait, secrets sont pas sortis. Donc, bon, le mec, il te dit ce qu'il va faire. Tu vois, enfin, il est là, il te dit ce qu'il va faire. Après, il faut chercher, il faut affiner, il faut peaufiner. Mais bon, voilà, on a sous les yeux l'oligarchie et ce qu'elle veut faire. Après, comment lutter? La question, pour moi, la question, c'est la question du où. C'est-à-dire, il faut en fait, il faut se créer des espaces de lutte. Alors, c'est difficile parce que les grandes villes sont là où on trouve de l'argent, là où on peut vivre le plus aisément, sont là où on se fait pas taper dessus aussi. C'est pas Crépole. Donc, les grandes villes sont le lieu de l'hyperclasse, de l'hyperclasse occidentale. Donc, voilà, si vous vivez dans les grandes villes, il faut assumer une certaine forme de résistance, entre guillemets, très relative, parce que en termes d'autonomie, ce sera jamais ça. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais par contre, vous allez pouvoir trouver des gens intellectuellement interagir, et il y a des choses à faire dans les grandes villes aussi. Mais si on peut commencer au niveau communal, à faire un travail politique au niveau communal, à essayer de mettre en place des réelles communautés qui soient pas, qui dérivent pas vers le gouroutisme, parce que ça a été un des gros problèmes du souverainisme, puis qui est aujourd'hui du complot souverainisme, c'est que on a un peu une dérive personnaliste, tu vois, si j'ose dire. Et ça, il faut faire un peu attention. Après, il y a des gens qui sont remarquables, ils ont fait un travail remarquable, je ne veux pas commencer à les accabler. Voilà, s'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas là non plus. Mais il ne faut pas rentrer dans cette dérive personnaliste. Il faut commencer à prendre des mairies. Et d'ailleurs, il y avait un YouTuber qui le disait, il disait si il avait fait le calcul, il disait en fait, cette élection s'était faite à 16 000 voix près. Et si vous, mes votants, on avait tous, 16 000 d'entre nous avaient décidé de monter une fausse boîte, une auto-entreprise dans la ville en question, ça nous aurait permis de voter, on aurait pu prendre cette ville-là. Et en plus, on n'a même pas besoin de parti pour prendre des villes au niveau municipal. On peut être sous des étiquettes divers gauche, divers droite, tu vois, il n'y a pas vraiment de... Donc, il n'y a pas vraiment de nécessité d'avoir un énorme appareil institutionnel. Il faut juste commencer à faire un peu une guérilla démocratique, c'est-à-dire à vraiment reprendre le pouvoir localement et constituer des communautés voilà, qui en restent pas du chat sur Internet, qui soit pas seulement voilà, qui soit pas seulement du réseau social, parce que les réseaux sociaux, aussi c'est une forme de divertissement. C'est-à-dire, en fait, on se dit, le système, c'est vraiment nul. Tiens, si j'allais sur les réseaux sociaux, on m'abreuver d'à quel point c'est nul. Bon, au bout d'un moment, on fait rien, en fait. Et c'est toujours de plus en plus nul. Donc finalement, une fois qu'on s'est fait sa petite éducation, une fois qu'on s'est fait sa petite instruction civique, il est temps de passer à la vitesse suivante. Et je dois dire que j'étais assez déçu
que des hommes politiques de notre camp on soit resté aux belles paroles et pas commencer à faire ce travail en mode local. Voilà. C'est-à-dire que, alors bien sûr, vous allez dire oui, les renseignements intérieurs, ils vont nous tomber sur l'arbre, d'accord. Enfin, si vous faites ça dans 500 villes, les renseignements intérieurs, ils seront obligés d'accepter ça, et il y en a peut-être certains d'entre eux qui vous seront favorables, même, parce que au sein de l'État, il y a aussi des gens qui sont patriotes. Au sein de l'appareil d'État, tout le monde n'est pas parce que comme on est dans un système d'optimisation du pillage. Parce que la France, pour eux, c'est juste un fief. Pour cette hyperclasse n'est plus française, donc elle est occidentale. Et donc, elle est dans un fief français, donc il s'agit de prendre un maximum d'argent. Et comment elle prend un maximum d'argent? En nous endettant et en faisant un peu des affaires avec le milieu des affaires. Donc, et notamment le milieu financier. Et sauf que cet appareil d'État tient avec finalement le moins de personnes possible. Donc, il est intrinsèquement fragile. Et à partir du moment où on peut lancer des mouvements qui commencent à s'intéresser sérieusement aux choses, hein, ce que faisaient les communistes dans les années 60, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils dominent intellectuellement, c'est que mouvement local, des revues, des associations, un vrai travail, quoi, ne pas forcément passer par la médiatisation numérique, qui nous prend beaucoup de temps, qui nous prend beaucoup d'énergie, et recommencer à faire des choses concrètes. Un message positif pour conclure, cher Gary. Merci déjà, un immense merci pour tous tes éclairages. Et ce livre qui s'affiche à l'écran, c'est Kraken, système politique de l'ère numérique. Vraiment, allez le découvrir. Là, on a frôlé du doigt plusieurs thématiques que tu évoques dans l'ouvrage, mais il y a d'autres réflexions très intéressantes pour éclairer un petit peu ce que nous vivons. Quelques petits mots pour conclure. Voilà, qu'est-ce qui t'attend là dans les futurs projets? Est-ce que tu as déjà en tête un autre travail d'écriture ou pas? Voilà, dis-nous tout pour conclure. Travail d'écriture. Là, je suis déjà en train de travailler un petit peu sur la suite. J'aimerais beaucoup essayer de parler des solutions, parce que je pense que c'est vraiment important. Et puis, on pourra faire aussi, à partir du moment où on se fait un peu une idée des solutions, on pourra comparer vraiment ce que les partis qui jouent le jeu de l'oligarchie, en fait, s'ils sont obligés, hein, c'est comme ça fait partie du jeu, comment ils vont réagir par rapport, si nous, on arrive vraiment avec des nouvelles solutions, avec des nouvelles idées. Donc, je suis un peu en train de travailler là-dessus, et puis naturellement, j'ai mon podcast que vous pouvez trouver sur YouTube, sur Spotify, sur Apple, voilà, qui s'appelle La Guerre culturelle, où j'analyse un peu le rapport de force culturelle. Alors, si je peux en dire un mot, une seconde. Bien sûr, avec plaisir. En fait, je considère que la culture, c'est la seule capacité de résistance que nous ayons contre cette société de consommation, cette société numérique. Et on est en train de détruire la culture. En fait. Et en détruisant la culture, on détruit le cœur de la démocratie, on détruit la communauté citoyenne elle-même. Donc, on nous fait la guerre en éliminant notre culture, d'où ce nom un peu martial. Et donc, j'analyse un peu les rapports de force qu'il y a culturels en ce moment. Et puis, du coup, ça permet aussi de parler de la situation politique, mais aussi de la culture un peu en général. Chose qui est délaissée, quoi, parce qu'en fait, depuis le Covid, depuis la pandémie, il y a eu beaucoup le niveau culturel s'est effondré, la censure est au plus haut. Il n'y a plus vraiment d'œuvres qui se font, et même les artistes qui avaient des idées n'osent plus franchir les cadres qui leur sont imposés. Donc voilà, faut là aussi aujourd'hui créer, c'est lutter, c'est résister. Donc voilà. Le rendez-vous est pris sur ce podcast, La Guerre culturelle, et le livre Kraken. Les liens sont en description de cette vidéo, évidemment. Donc, cher Gary, merci vraiment d'être venu. C'est un plaisir, toi, dans un cadre formel. Voilà. Merci beaucoup, merci à toi. Avec plaisir. Et chers spectateurs, comme d'habitude, vous le savez, on va se retrouver bientôt sur Juste Milieu, et surtout en attendant les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt.